la petite amie de mon frère m'a faussement accusé d'agression. Mon frère a crié, « Tu es un monstre ». Ils ne m'ont jamais écouté. Mais quand j'ai révélé la vérité et que je l'ai fait emprisonner, ma famille a prétendu avoir été manipulée. J'ai coupé les ponts avec eux. Je m'appelle Martin. À 25 ans, mon petit frère et moi avons travaillé dans une entreprise de marketing de taille moyenne, Nexia Stratégie. Il s'appelle Lucas et il a mon âge. Ce n'était pas quelque chose que nous avions planifié ensemble. C'est arrivé comme ça. Le marché du travail était compliqué et cette entreprise embauchait. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut en savoir un peu plus sur notre relation. Lucas et moi n'avons jamais été proches. Ce n'est pas que nous ne nous entendions pas, mais nous étions juste très différents. Il a toujours été le préféré de nos parents. Vous savez, ce genre de famille où même si un fils fait des bêtises, il trouve toujours une excuse pour le justifier. C'était comme ça qu'il était, l'intouchable. Toujours au travail, nous essayions de garder une certaine distance. Tout se passait normalement jusqu'à ce que Lucas commence à fréquenter quelqu'un des ressources humaines. Elle s'appelle Camilla. Elle avait notre âge et était exactement le genre de personne qui avait toujours attiré Lucas. Sympa, facile à vivre et très appréciée de tous au bureau. Au début, mes échanges avec elle étaient très cordiaux, le classique « Bonjour, comment s'est passée ta journée ?» Et c'était tout. Elle semblait gentille, et j'étais heureuse pour lui. Après tant d'échecs amoureux à l'université, il semblait avoir enfin trouvé une personne stable. Cependant, quelques semaines après le début de leur relation, j'ai commencé à remarquer des attitudes étranges. Rien de sérieux au début, juste des détails qui me mettaient mal à l'aise. Par exemple, lors des réunions générales, j'étais surprise de la voir me fixer intensément. Ce n'étaient pas des regards rapides ou désinvoltes. C'était un contact visuel prolongé et gênant. Quand je la remarquais et lui rendais son regard, elle souriait simplement et se détournait, mais ce n'était pas sporadique. C'était trop fréquent. Il y avait aussi ces rencontres informelles dans la cuisine du bureau. Cet espace où tout le monde se croisait pour un café ou un encas était devenu un lieu inconfortable. Elle semblait toujours apparaître quand j'étais là. Au début, elle parlait de sujets liés au travail, puis elle a commencé à me poser des questions plus personnelles. Si j'aimais vivre en centre-ville, quelle salle de sport je fréquentais, quels étaient mes projets pour le week-end, et le pire, c'étaient les commentaires à double sens. Elle me disait des choses comme « Tu es très dévoué. Je te vois toujours rester tard. » Ou « Lucas a de la chance d'avoir un frère aussi travailleur. » Sa façon de dire les choses ne semblait pas innocente. Ma réaction a été de rester aussi professionnelle que possible. J'ai répondu le minimum et j'ai redirigé la conversation vers des sujets professionnels. Je pensais que j'exagérais ou que j'interprétais mal sa gentillesse. Mais ensuite, qu'est-ce qui a vraiment changé? Tout est arrivé. C'était un jeudi soir, vers 21h. J'étais chez moi, en train de regarder une série et de manger des restes de pizza, lorsque j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Bonjour, je suis Camilla. J'ai trouvé votre numéro dans l'annuaire de l'entreprise. J'espère que cela ne vous dérange pas. » Je fixais l'écran, perplexe. Pourquoi m'écrivait-elle et pourquoi si tard? Le fait qu'elle utilise l'annuaire de l'entreprise à des fins personnelles me semblait déjà inapproprié. J'ai répondu brièvement « Bonjour, tout va bien », pensant qu'il s'agissait peut-être d'une urgence professionnelle. Sa réponse est venue immédiatement. « Je voulais te le dire depuis un moment. Je t'apprécie, pas seulement comme ami. Je sais que c'est bizarre, mais j'avais besoin de le dire. » J'ai littéralement crié à voix haute, « C'est quoi ce bordel ?» Elle sortait avec mon frère et elle m'écrit pour me le dire. Quel genre de personne fait ça? J'ai immédiatement répondu, « Kama, es-tu en couple avec Lucas? Comment oses-tu me dire ça? » Elle a essayé de se rétracter, mais sans s'excuser. Je sais que c'est compliqué, mais je ne peux pas contrôler mes sentiments. On pourrait peut-être prendre un café et en parler calmement. Elle a insisté comme si j'allais me sentir flatté parce qu'elle voulait que je participe à une infidélité envers mon propre frère. Je lui ai clairement fait comprendre que je ne le ferai pas. Je lui ai dit, ce sujet ne sera plus abordé. Ne m'écris plus à ce sujet. Ce à quoi elle a simplement répondu, d'accord. Je pensais qu'elle avait compris le message, qu'elle garderait ses distances et que nous pourrions continuer à nous comporter normalement au travail. Quelle erreur! Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir pris de capture d'écran, de ne pas avoir prévenu Lucas à ce moment précis,
de ne pas être allé directement aux ressources humaines pour signaler le comportement de Kama. J'ai essayé d'agir avec maturité et d'éviter les drames. Grosse erreur. 2 jours plus tard, tout s'est effondré. C'était vendredi après-midi, et j'étais concentré sur la préparation d'un rapport trimestriel. De temps en temps, je ne pouvais m'empêcher de regarder vers les ressources humaines, espérant que Camilla ne me recontacterait plus. Heureusement, elle semblait garder ses distances. Je pensais qu'elle avait compris. Vers 16 heures, j'ai reçu un appel de ma mère. Très étrange. Elle ne m'appelle jamais pendant les heures de travail, sauf en cas d'incident grave. La seule fois où elle l'a fait, c'était quand mon grand-père a eu une crise cardiaque. « Tu dois rentrer à la maison tout de suite », m'a-t-elle dit d'un ton sec. Voix tendue et inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa va bien? Viens, s'il te plaît. On doit te parler de quelque chose d'important. J'ai essayé d'obtenir plus d'informations, mais elle n'a rien voulu dire. Elle a juste insisté pour que je vienne au plus vite. Ma patronne s'est montrée compréhensive et m'a laissé partir plus tôt. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents m'a semblé interminable, même si ce n'est qu'à 25 minutes du centre-ville. En chemin, j'ai pensé à toutes les possibilités. Quelqu'un est mort. Quelqu'un est malade. Il divorce. Il y a des problèmes d'argent. Je n'aurais jamais imaginé ce qui se passait vraiment. En arrivant, j'ai vu la voiture de Lucas dans l'allée. Étrange, car il quittait généralement le travail plus tard. La porte était ouverte, alors je suis entré et j'ai demandé à voix haute « Bonjour du salon ». La voix de mon père a répondu « Nous sommes arrivés ». J'ai découvert une scène incompréhensible. Mes parents assis sur le canapé, le visage grave, comme s'ils avaient reçu une terrible nouvelle. Sur le canapé d'en face, Camilla pleurait, inconsolable. « Assieds-toi », a dit mon père. Dit-il en désignant une chaise devant eux. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde va bien? Ma mère prit la parole. Il faut que tu expliques ce qui s'est passé il y a 2 nuits. J'étais sous le choc. De quoi parles-tu? Ce soir-là, j'étais à la maison devant la télévision. À cet instant, Camilla leva les yeux. Son expression était celle d'une peur pure mêlée d'une tristesse vague, comme si j'étais un monstre. Et là, entre 2 sanglots, elle commença à parler, et ses paroles me glacèrent le sang. Elle prétendit que mercredi soir, le jour même où elle m'avait envoyé ce message, je l'avais soi-disant contactée pour parler d'un sujet important lié au travail. Elle prétendit que je l'avais convaincue de venir chez moi vers 21 heures. D'après son récit, en arrivant, elle remarqua que j'avais un comportement étrange et agressif. Elle dit que je lui avais proposé quelque chose à boire et qu'après l'avoir bu, elle avait commencé à se sentir étourdie et désorientée. Puis elle prétendit que je m'étais jeté sur elle, que je n'avais pas accepté un « non » comme réponse, et qu'à cause de ce que j'avais soi-disant mis dans son verre, elle n'avait pas pu se défendre correctement. J'étais assis là à l'écouter. Cette folie, la bouche ouverte. Comment est-ce possible? Comment sommes-nous passés d'un message disant qu'elle m'aimait bien à ça? La même fille qui, 2 jours plus tôt, m'avait écrit, affirmant qu'elle ressentait quelque chose pour moi, était maintenant dans le salon de mes parents, m'accusant de l'avoir droguée et agressée. Tu es folle, me suis-je exclamé, probablement plus fort que je n'aurais dû. Maman, papa, vous ne pouvez pas prendre ça au sérieux. Mais il suffisait de voir leur visage pour tout comprendre. Ils ne me regardaient pas comme leur fils injustement accusé. Ils me regardaient comme si j'étais un criminel qu'ils venaient de découvrir. Martin, c'est très grave. A dit mon père d'un ton froid. Je n'avais jamais eu de ces nouvelles. Camilla est venue nous voir parce qu'elle ne savait pas vers qui se tourner. J'ai essayé de tout leur expliquer. Je leur ai parlé des messages, comment c'était elle qui m'avait abordé, comment je l'avais rejetée parce qu'elle sortait avec Lucas. Mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, Camilla fondait en larmes encore plus fort. Et mes parents me regardaient comme si parler ne ferait qu'empirer les choses. Elle ment. J'ai insisté. Vérifie mon téléphone. Vérifie le sien. Elle m'a écrit en premier. Elle m'a dit que je lui plaisais et je lui ai dit non parce qu'elle sort avec mon frère. Les victimes déforment souvent leurs souvenirs ou se culpabilisent. Ma mère est intervenue. C'est normal en cas de traumatisme. C'est là que j'ai compris qu'elle lisait des articles de psychologie. Mais au lieu d'utiliser ses connaissances pour remettre les choses en question, elle les utilisait pour justifier la version de Camilla et rejeter la mienne,
comme si elle était une spécialiste qui venait de me diagnostiquer sans m'écouter un seul mot. Et puis Lucas est arrivé de la cuisine. Il avait tout écouté. Et dès qu'il m'a vu, son expression a complètement changé. Il ne m'avait jamais regardé avec autant de mépris. « Tu es un sacré malade », a-t-il dit en serrant les dents. Avant même que je puisse réagir, il courait déjà vers moi. J'ai essayé de me lever, mais il a été plus rapide. Il m'a foncé dessus et nous sommes tombés au sol, renversant la table basse. Il est monté sur moi et a commencé à me frapper. Sans pitié. Il m'a frappé à la mâchoire, puis à plusieurs reprises aux côtes. J'avais du mal à respirer. J'essayais de me couvrir le visage, mais il était complètement fou. Il pesait environ 10 kg de plus que moi et faisait beaucoup d'exercices. Je n'avais aucune chance. Il me criait dessus tout en me frappant. Comment as-tu pu lui faire ça? Tu es dégoûtante, entre autres. Mon père a fini par le retenir, mais c'était trop tard. J'avais la lèvre fendue, le nez en sang et je sentais mon œil gauche commencer à gonfler. Lucas essayait toujours de m'atteindre, m'insultant sans arrêt, tandis que mon père le retenait. Ça suffit, a crié ma mère. Mais elle ne l'a pas dit à cause des coups que je venais de recevoir. Elle l'a crié parce qu'on était en train de saccager son salon. Je me suis relevé du mieux que j'ai pu, le visage ensanglanté, et je les ai regardés. Mes parents qui m'avaient élevé, mon frère qui, même si nous n'avions jamais été proches, avait partagé toute ma vie avec moi. Et cette fille qui gâchait tout avec ses mensonges. Et personne n'était prêt à le faire. Considérez que peut-être, juste peut-être, je disais la vérité. Va, dit ma mère d'une voix glaciale. Quitte cette maison et ne reviens pas avant d'être prête à affronter ce que tu as fait et à demander de l'aide. Je n'ai rien fait. J'ai répondu, même si ma réponse semblait faible, désespérée. Sors, rugit mon père. Je ne l'avais jamais entendu crier ainsi. Je suis parti le visage ensanglanté, un œil au beurre noir et l'amère certitude que ma famille venait de se débarrasser de moi. Tout cela à cause des mensonges d'une femme qui, 2 jours plus tôt, m'avait écrit pour me dire qu'elle voulait tromper mon frère. Cette nuit-là, dans mon appartement, le visage couvert de glace, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui venait d'arriver à ma vie, à la façon dont tout s'était effondré si vite. J'avais espéré que le lendemain quelqu'un reprendrait ses esprits et réaliserait l'absurdité de tout cela. Mais non, le téléphone n'a pas sonné. Aucun message ni appel. Un silence total. Ils avaient déjà décidé et ne m'avaient pas choisi. Je me suis réveillé samedi en désordre. J'avais l'air d'avoir combattu un boxeur professionnel. Mon œil gauche s'ouvrait à peine. Ma lèvre était gonflée comme si j'avais reçu un coup de batte. Et j'avais des bleus sombres sur toute la mâchoire. J'ai pris des photos de moi en pensant que si mes parents voyaient les dégâts que Lucas m'avait causés, ils se sentiraient coupables. Peut-être qu'ils m'écouteraient. J'avais tort. Vers midi, le téléphone a sonné. C'était ma tante Laura, la sœur de ma mère. Je pensais qu'elle venait me donner un peu de bon sens. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Martin ?» a-t-elle rétorqué dès que j'ai répondu. « Ta mère a le cœur brisé. Comment as-tu pu faire une chose pareille ?» J'ai essayé d'expliquer que je n'avais rien fait, que Camilla mentait, mais elle m'a interrompu. N'ose pas accuser la victime. Cette pauvre fille est dévastée et tu ne fais qu'empirer les choses en niant. Elle a raccroché avant que je puisse me défendre. Puis mon oncle Alberto, ma cousine Clara et même ma grand-mère ont appelé, tous avec la même histoire. Ils avaient déjà entendu la version de Camilla et ne voulaient pas entendre la mienne. Personne ne m'a rien demandé. Personne ne voulait savoir ce que j'avais à dire. Ils ont simplement pensé que j'étais coupable et ont continué leur vie. Dimanche soir, presque toute la famille m'avait contacté. Ce qui ne l'avait pas fait m'éviter clairement. Un seul a osé tout remettre en question. Mon cousin Nathan m'a appelé et la première chose qu'il m'a dite a été « Mon frère, ça ne te ressemble pas du tout. Tu as toujours été le responsable. Pourquoi faire une chose pareille ?» Nathan et moi avions le même âge. On s'est toujours bien entendu. Et il était l'un des rares à avoir remarqué l'évidence, mes parents avaient toujours favorisé Lucas. Pourquoi ne l'ai-je pas fait? Ai-je répondu. Camilla ment. Elle m'a d'abord écrit pour me dire qu'elle voulait être avec moi dans le dos de Lucas. Et quand je lui ai dit non, elle a tout inventé. Et peux-tu le prouver? A-t-il demandé. As-tu encore les messages?
C'est alors que j'ai regardé mon téléphone et que j'ai réalisé que j'avais supprimé toute la conversation après lui avoir dit de ne plus me contacter. C'était une décision impulsive et insensée. Je sais, mais à ce moment-là, je voulais juste effacer toute trace. Je voulais faire comme si de rien n'était. J'avoue que c'est moi qui ai supprimé les messages. J'essayais de me convaincre que ce n'était pas arrivé. Nathan est resté silencieux quelques secondes. Ce n'est pas bien, mon frère. Il a dit, au final, sans preuve, c'est ta parole contre la sienne. Et il avait raison. Nous le savions tous les deux. Même s'il me croyait, une seule personne de son côté ne sert pas à grand-chose quand 20 membres de sa famille sont convaincus que tu es un monstre. Le lundi suivant, je suis allé travailler en espérant qu'au moins les choses resteraient comme avant. Je portais des lunettes de soleil pour cacher mon bleu au visage, mais cela a suffi à mon patron pour me voir et me demander ce qui s'était passé. C'est une affaire de famille, ai-je répondu, et ce n'était pas un mensonge. J'ai réussi à tenir environ 3 heures avant que tout ne s'écroule. De plus, chez Nexia Stratégie, vers 10h30 du matin, ma superviseure m'a convoqué dans son bureau. Elle semblait mal à l'aise. Elle ne m'a même pas regardé dans les yeux. « Martin, commença-t-elle. Nous avons reçu une plainte très grave à votre sujet, déposée par un autre employé. » J'avais la boule au ventre. Je savais parfaitement de quoi il s'agissait. De quel genre de plainte s'agissait-il? Demandai-je, sans avoir besoin de réponse. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais il s'agit d'une accusation de comportement inapproprié envers un collègue. Les ressources humaines ont déjà évalué la situation et ont décidé qu'il était préférable que vous fassiez vos valises et que vous partiez aujourd'hui. Jennifer, vous me connaissez. Croyez-vous vraiment que je ferai une chose pareille? Lui demandai-je. Elle m'a finalement regardé et j'ai lu dans ses yeux que la situation la peinait. Ce n'est pas ce que je pense qui compte. Martin, nous devons prendre ces plaintes au sérieux. Je suis désolé. C'est ainsi que tout s'est terminé. 5 ans dans l'entreprise, des évaluations positives sans un seul avertissement écrit. Et j'ai été renvoyé sans enquête, sans droit à aucune explication, sans défense. Faites vos valises et partez. Le retour à mon bureau a été humiliant. Il l'avait déjà découvert, car la plupart me regardaient du coin de l'œil ou chuchotaient. Certains de ceux qui me considéraient comme un ami étaient soudain très concentrés sur leurs écrans. J'ai emballé mes affaires dans un carton. Un agent de sécurité m'a escorté jusqu'à la sortie comme si j'étais un criminel. 20 minutes auparavant, j'étais un employé apprécié. Maintenant, j'étais traité comme une menace. Les semaines suivantes ont été les plus sombres de ma vie. J'ai envoyé une 50aine de candidatures. J'ai reçu des appels de 8 sources. J'ai passé des entretiens et, dans tous les cas, le processus s'est terminé de la même manière. Une bonne impression au début, mais après vérification des références ou des antécédents, le poste disparaissait mystérieusement. Dans notre secteur, les nouvelles vont vite, et encore plus lorsqu'il y a des rumeurs de scandale. Je n'étais pas officiellement sur liste noire, mais le résultat était le même. Personne ne voulait embaucher l'homme licencié pour harcèlement présumé sur un collègue. Mes économies s'épuisaient. Le loyer, le prêt auto, les dettes universitaires, la nourriture, les services, tout s'accumulait sans qu'un seul peso ne rentre. J'avais toujours été organisé financièrement. Mais je ne m'étais jamais préparé à un licenciement inattendu. J'ai dû recourir à des petits boulots, à la livraison de repas, aux applications de covoiturage, à tout ce qui ne nécessitait ni référence ni vérification d'antécédents. L'isolement est devenu aussi dur que la pression financière. J'avais toujours été plutôt solitaire, mais maintenant j'étais complètement déconnecté. Ma famille m'avait fermé ses portes. Mes collègues me prenaient pour un agresseur. Mes rares amis en dehors du travail ne savaient plus comment se comporter avec moi. Je passais mes journées enfermé chez moi à envoyer des CV. Le soir, je conduisais sans but pour livrer des commandes. C'était démoralisant, mais au moins ça m'occupait. Le plus dur était ces moments de silence où je ne pouvais m'empêcher de penser à l'injustice de tout cela. Comment un mensonge avait détruit toute ma vie. Au bout de 4 semaines sans emploi, j'ai osé appeler mes parents. Je ne cherchais pas d'excuses ni à les convaincre de mon innocence. Je voulais juste savoir s'il y aurait une chance de retrouver mon emploi si Camilla avouait que tout cela était faux. Mon père a répondu à la 3e sonnerie, « Que veux-tu, Martin ? Je ne te demande pas de me croire. » Je lui ai dit, « J'ai juste besoin de savoir si on savait que Camilla avait menti. »
M'aideriez-vous à retrouver mon travail? Elle n'a pas menti. Il a répondu froidement. Arrête d'appeler jusqu'à ce que tu sois prêt à affronter tes actes. Et il a raccroché. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'était pas seulement en colère. Il me croyait vraiment capable de droguer et d'agresser quelqu'un. Mes propres parents me prenaient pour un prédateur. Cette pensée m'a frappé plus fort que tous les coups de Lucas. J'étais complètement seul, sans famille, sans travail, sans avenir, avec une réputation qui me suivait partout. Je n'avais que 25 ans et j'ai dû reconstruire ma vie à partir de zéro, car un dérangé avait décidé de se venger d'un refus. Mais parfois, tout perdre oblige à découvrir de quoi on est vraiment fait. Après 2 mois passés à conduire pour survivre et à essuyer des refus de toutes les entreprises, j'ai compris que la voie traditionnelle n'était plus envisageable. Surtout après les dommages causés à ma réputation par Camilla. J'ai donc accepté un emploi dans un entrepôt appelé Métro Distribution. Pour $12 de l'heure. Pas de vérification, pas de questions, juste venir et travailler. Mais je savais que ce ne serait pas mon avenir. Alors, après chaque journée de travail épuisante, je passais des heures en ligne à apprendre par moi-même le marketing numérique, la publicité sur les réseaux sociaux, la rédaction commerciale et la segmentation. Je me disais que si les petites entreprises ne savaient pas se promouvoir, je serais celle qui leur apprendrait. Au bout de 6 mois, j'ai décroché mon premier client, une pizzeria appelée Tony S. J'ai géré pour eux une campagne Facebook à $300 qui a généré plus de $2000 de chiffre d'affaires. Et le bouche-à-oreille a fait son effet. D'autres entreprises ont commencé à m'embaucher. Au 8e mois, je gagnais autant qu'à l'entrepôt. J'ai démissionné, loué un petit bureau et fondé ma propre agence, Apex Digital Marketing. Ce n'était pas facile. Certaines semaines, je ne gagnais pas assez, d'autres étaient correctes, mais j'ai persévéré. Dès la 2e année, je gagnais plus que dans tous mes emplois précédents. J'ai embauché une équipe, nous nous sommes agrandis et nous avons déménagé dans des bureaux plus grands. Le plus incroyable, c'était à quel point j'aimais ce que je faisais. Avant, je me contentais d'analyser les données des autres. Maintenant, chaque résultat était mon propre mérite. Quand les propriétaires m'annonçaient que grâce à mon travail, ils pouvaient embaucher ou qu'ils avaient connu leur meilleur trimestre, j'ai senti que tout cela en valait la peine. La 3e année, j'avais 8 employés, de vrais bureaux avec des salles de réunion et des revenus plus importants que je n'aurais jamais imaginés. Mais surtout, je construisais mon propre avenir. Pendant ce temps, j'espionnais ma famille sur les réseaux sociaux. Lucas occupait toujours le même emploi et publiait des photos de fête. Mes parents semblaient bien s'en sortir, le soutenant probablement encore financièrement. Aucun d'eux n'avait la moindre idée de ce que j'avais accompli, et je préférais que cela reste ainsi jusqu'à ce qu'un événement bouleverse tout. Lors d'un événement de réseautage en centre-ville, j'ai aperçu une femme de l'autre côté de la salle qui semblait aussi excédée que moi. Une grande brune d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, dont l'attitude directe a attiré mon attention. Nous avons fini par discuter. Elle s'appelait Jade. Elle était détective privée et experte comptable spécialisée dans la fraude en entreprise. Le courant est immédiatement passé. Environ 2 mois après le début de notre relation, elle m'a demandé pourquoi je ne parlais jamais de ma famille. D'habitude, je répondais simplement que nous n'étions pas proches, mais elle insistait. Finalement, un soir, je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de la fausse accusation, de mon licenciement, de tout ce que j'avais perdu. La plupart des gens auraient probablement pensé que j'exagérais ou que certaines choses étaient vraies, mais pas Jade. Elle a écouté chaque détail attentivement, puis a dit quelque chose qui m'a laissé de marbre. Cette fille a l'air d'une menteuse professionnelle. J'ai déjà vu ce genre de comportement dans les affaires de fraude. Les gens qui portent de fausses accusations le font rarement une seule fois. C'est un comportement acquis. Que veux-tu dire? Ai-je demandé. Si elle t'a ruiné de cette façon, je t'assure que tu n'es pas le seul. Tu veux que j'enquête un peu? S'il y a quelque chose de louche dans son passé, je vais le découvrir. Au début, j'ai hésité. Une partie de moi voulait juste tout laisser derrière moi, mais une autre partie pensait que je devais demander justice. Pas seulement pour moi, mais pour toute autre personne qui pourrait être sa prochaine cible. Alors, j'ai accepté. Donne-moi 3 semaines, m'a-t-elle dit. Si Camilla a des squelettes dans son placard, je vais les déterrer. Ces 3 semaines m'ont semblé interminables. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qu'elle découvrirait si elle trouvait quoi que ce soit. Une partie de moi craignait encore de me tromper.
que Camilla avait peut-être commis une terrible erreur et que je gaspillais du temps et des ressources à prouver quelque chose qui n'existait pas. Mais elle semblait persuadée qu'il y avait plus derrière tout cela. Pendant ce temps, ma vie allait bien. Mon entreprise continuait de prospérer et je commençais à sentir que j'avais enfin réussi. Cependant, je ne pouvais pas pleinement savourer mes réussites car, de temps en temps, je pensais à ma famille. Cela faisait presque 4 ans qu'ils m'avaient viré de leur vie, et je me demandais parfois s'ils avaient un jour pensé à moi. Auraient-ils regretté leur geste? J'ai eu la réponse plus tôt que prévu. Un après-midi, alors que je consultais des rapports de campagne dans mon bureau, mon assistante m'a interrompu par l'interphone. « Martin, il y a une dame ici qui prétend être ta mère. » Mon cœur s'est arrêté de battre un instant. Je n'avais pas eu de nouvelles de ma mère depuis presque 4 ans, et soudain, elle est apparue dans mon bureau. Ce n'était pas bon signe. « Laissez-la entrer », ai-je répondu en essayant de garder mon calme. Ma mère est entrée, l'air plus âgé que dans mes souvenirs. Elle avait plus de cheveux gris et des rides marquées autour des yeux, mais elle était bien habillée, comme si elle voulait faire bonne impression. Elle est restée quelques secondes à la porte, à m'observer. « Bonjour, Martin », a-t-elle dit à voix basse. « Maman, je ne me suis pas levé. »« Que fais-tu ici ?» Elle a balayé la pièce du regard, comme pour comprendre comment j'avais pu me faire tout ça. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. « On pourrait aller dans un endroit plus intime ?» J'allais rire. Après 4 ans de silence, elle avait maintenant envie de parler. Pourtant, j'étais curieux de savoir ce qui l'avait amenée chez moi. J'ai donc accepté et nous sommes allés dans un café du coin. Nous étions assis l'un en face de l'autre, entourés d'un silence inconfortable, jusqu'à ce qu'elle parle enfin. Ton père et moi avons réfléchi. Nous savons que les choses ont mal fini, mais la famille, c'est la famille. Nous voulons reconstruire notre relation. Je l'ai fixé du regard pendant des années sans un mot. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Elle s'est mise sur la défensive. Est-ce important? Nous sommes ici pour essayer d'arranger les choses. Mais quelque chose clochait sur le moment. Pourquoi maintenant? Puis je me suis souvenu que Nathan avait mentionné que Lucas avait des problèmes financiers. J'ai décidé de tester une théorie. Comment va Lucas? J'ai vu son expression changer soudainement. Il traverse une mauvaise passe. Il a fait de mauvais investissements. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes venus. Bien sûr, c'était pour ça. C'était écrit sur son visage. Ils avaient découvert que j'avais prospéré et maintenant. Ils voulaient se réconcilier. Non pas parce que je leur manquais ou parce qu'ils avaient réalisé leur erreur, mais parce qu'ils avaient besoin d'aide financière. Quel genre d'investissement? J'ai insisté. Martin, concentrons-nous sur nous. Nous voulons que tu viennes dîner ce week-end. Ton père veut te voir. J'ai senti une rage froide me monter au visage. Poitrine. C'étaient les mêmes personnes qui m'avaient chassé de leur vie pour un mensonge, qui ne m'avaient jamais cherché, et maintenant ils voulaient reprendre cette relation juste parce que leur fils préféré était en difficulté. Non, ai-je répondu sans détour. Comment ça, non? Tu as pris tes décisions, je l'ai interrompu, et maintenant tu dois vivre avec. Je me suis levé, mais elle m'a attrapé le bras. Martin, s'il te plaît. Lucas a de sérieux ennuis. Il doit de l'argent à des gens dangereux. Et voilà la vraie raison de cette visite familiale soudaine. J'ai retiré ma main. Ce n'est pas mon problème. Tu l'as choisi plutôt que moi. Maintenant, assume les conséquences. Je l'ai laissé en pleurs à table et je suis retourné au bureau. La première chose que j'ai faite a été d'appeler Nathan. J'ai besoin que tu me dises la vérité. Qu'est-ce qui se passe avec Lucas? Il a soupiré. C'est grave, mon frère. Il s'est lancé dans un système de crypto-monnaie qui s'est avéré être une arnaque. Il a perdu environ 30 000 $ de son propre argent. En plus de ça, il a convaincu des amis d'investir et maintenant ils sont furieux. Il a essayé de récupérer son argent en négociant des actions sur il a fini par perdre encore plus. Il doit environ 80 000 $ au total, en annulant ses cartes de crédit et ses prêts bancaires. Mais pour le reste, ce genre de dette ne s'accompagne pas d'avis de recouvrement. Elle s'accompagne de menaces. Lucas, le fils parfait, avait donc finalement détruit sa vie par ses propres décisions, et mes parents voulaient que je le sauve. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le soir même,
Jade m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. J'ai trouvé quelque chose d'important. Tu peux venir? Je suis allé à son appartement. Toute sa table de salle à manger était recouverte de papiers, de dossiers et de chronologie. On aurait dit une scène sortie tout droit d'une enquête criminelle. Assieds-toi, m'a-t-elle dit. Ça va être beaucoup à assimiler. Elle a commencé par le parcours professionnel de Camilla. Il s'avère qu'avant de travailler chez Nexia Strategy, elle avait travaillé dans 3 entreprises, et non 2 comme je le pensais. Dans chacune d'elles, elle avait accusé des collègues masculins de harcèlement. Regardez le schéma que Jade m'a montré sur une chronologie. Elle commence un emploi, reste 12 à 18 mois, et juste au moment où les évaluations de performance doivent avoir lieu, où des rumeurs de licenciement circulent, une accusation apparaît. Ils sont licenciés. Elle obtient du soutien, reste et gagne en stabilité. Mais ce n'était pas le plus grave. Jade avait trouvé des preuves que Camilla avait détourné de l'argent de Nexia Strategy pendant toute sa carrière. Elle a commencé avec de petites sommes, mais au fil du temps, elle a empoché près de 50 000 $. Les accusations étaient sa police d'assurance, expliqua-t-elle. Chaque fois que quelqu'un était sur le point de découvrir la fraude financière, elle criait au harcèlement et détournait l'attention vers des hommes innocents. Une distraction parfaite. Et ce n'est pas tout, ajouta-t-elle en montrant un autre dossier. Vous souvenez-vous comme elle portait toujours des vêtements coûteux et voyageait fréquemment malgré un poste basique aux ressources humaines? Il s'avère que Camilla avait une activité de contenu pour adultes en parallèle. Site de contenu exclusif, page d'escorte, flux privés, et même des enregistrements réalisés dans les bureaux après les heures de bureau. Jade avait découvert des dizaines de photos et de vidéos clairement prises dans nos anciens locaux. D'après ce qu'elle avait compris, cette femme dirigeait un réseau de prostitution depuis le service des ressources humaines. Elle utilisait le matériel de l'entreprise, son temps de travail, et même les ressources de l'entreprise. Installation. En examinant tous ces documents, un mélange d'indignation et de sens de la justice m'a traversé l'esprit. Cette femme m'avait non seulement diffamé, mais c'était une criminelle professionnelle qui avait ruiné la vie de plusieurs hommes innocents pour cacher ses activités. Que fait-on de tout ça, ai-je demandé. Jade a souri, mais ce n'était pas un sourire bienveillant. C'était le genre d'expression qu'on attend d'un prédateur qui coince sa proie. Maintenant, on l'a détruit, a-t-elle répondu. Les jours suivants, nous avons travaillé ensemble sur ce que Jade appelait l'option nucléaire. Nous étions en train de construire une bombe juridique avec tous les éléments que nous avions rassemblés. La première chose à faire est d'aller voir la police, a-t-elle dit. Qu'ils portent plainte. Ensuite, nous passerons à la voie civile, votre ancienne entreprise, le fisc, les organismes de certification de l'État. Une fois que nous aurons terminé, personne ne voudra plus avoir affaire à elle. L'inspecteur que nous avons rencontré était un homme d'âge mûr spécialisé dans la criminalité en col blanc. Il s'est montré particulièrement intéressé par les fausses accusations et, en moins de 48 heures, il avait des mandats d'arrêt prêts. Ils ont décidé. L'objectif était de l'arrêter sur son lieu de travail, cherchant à provoquer le plus grand impact possible. Nous n'avons pas été témoins de la scène, mais la nouvelle s'est rapidement répandue dans notre ancien réseau de contacts dans le secteur. Selon certaines sources, Camilla était en pleine réunion avec des dirigeants lorsque 3 agents ont fait irruption dans la pièce. Au début, elle a tenté de garder son calme, demandant de quoi il s'agissait. Mais à la lecture des chefs d'accusation, son visage s'est complètement effondré. Détournement de fonds, fraude, fausse déclaration, fraude fiscale, exploitation d'une entreprise illégale. La liste était longue. Ils l'ont menotté sur place, devant son patron et ses collègues. Quelqu'un a tout filmé avec son téléphone et la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux en quelques heures. Elle n'a pas été simplement licenciée, elle a été publiquement anéantie. Après son arrestation, l'entreprise a lancé une enquête interne et a découvert d'autres irrégularités. Elle avait vendu des informations confidentielles de clients à la concurrence, falsifié des dossiers de ressources humaines pour dissimuler ses agissements et utiliser des cartes professionnelles pour des dépenses personnelles. Le préjudice total a été estimé à environ 200 000 $. L'IRS est alors intervenu, lui imposant une amende à 6 chiffres. Taxes et amendes provenant de ses activités illégales. Le Conseil d'État a révoqué en permanence toutes ses certifications professionnelles. Elle ne pouvait pas pratiquer en ressources humaines ou dans un domaine professionnel agréé à nouveau. Sa réputation a été complètement détruite. En seulement 2 semaines après son arrestation, toute sa vie s'est effondrée. Elle a perdu son emploi,
ses certifications, sa maison. Le propriétaire l'a expulsée en apprenant cela et elle a été forcée de retourner vivre avec ses parents tout en faisant face à de multiples accusations criminelles. Un mois plus tard, l'audience préliminaire était prévue. Jade et moi avons assisté, désireux de voir comment cette femme serait enfin confrontée aux conséquences de ce qu'elle avait fait. Camilla avait l'air hagardée. Son avocat a tenté de la présenter comme une victime, affirmant que tout était une conspiration contre elle pour avoir signalé des abus présumés, mais les preuves étaient écrasantes. Plusieurs victimes, dossier financier clair, enregistrement vidéo. Elle n'avait aucun moyen de se défendre. Elle a accepté un accord avec l'accusation pour éviter un procès. 3 ans de prison et toute restitution à ceux qu'elle avait fait du mal. Son record a été taché pour toujours. Elle n'obtiendrait plus jamais d'emploi professionnel. Et le plus incroyable est que malgré tout ceci, ma famille ne m'a jamais appelé à m'excuser. J'ai supposé que lorsque la vérité est sortie, je recevrais au moins une certaine reconnaissance de leur part. Mais non, ce n'est que 3 mois plus tard qu'ils se sont présentés. C'était un samedi matin et j'étais à la maison quand j'ai entendu plusieurs voitures se garer dans l'allée. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai vu mes parents et Lucas sortir de 2 véhicules différents. J'étais sur le point de ne pas ouvrir la porte, mais la curiosité a eu raison de moi. Je voulais savoir ce qu'ils auraient à dire maintenant que tout était une connaissance publique. Mon père a parlé en premier. « Martin, nous vous devons des excuses. Nous avons vu les nouvelles de Kama et nous avons réalisé que nous avons fait une terrible erreur. » « Une erreur ?» J'ai répondu. « Ce n'était pas une erreur. C'était une décision. Vous avez choisi de la croire sans même me demander quoi que ce soit. » Ma mère pleurait. « Nous sommes désolés. Nous aurions dû vous faire confiance. Nous voulons réparer les dégâts. » Lucas s'est avancé visiblement affecté. « Frère, je ne peux pas croire ce que je t'ai fait. Je vous ai agressé de vous défendre d'un criminel. Je porte cette culpabilité depuis des années. » « Vraiment ? » J'ai demandé. « Parce que cela fait 3 mois que tout s'est révélé et aucun de vous ne m'a contacté. Vous êtes ici maintenant parce que vous avez besoin de quelque chose et que leurs visages l'ont confirmé. Ils n'étaient pas venus pour des remords ou une réconciliation. Cela avait à voir avec les dettes de Lucas et le fait que j'allais bien. C'est ce qui va se passer. J'ai dit, vous allez quitter ma propriété et vous ne reviendrez jamais. Vous allez dire à tout le monde que je n'existe pas. Si vous êtes dans une réunion de famille et que quelqu'un pose des questions sur moi, vous diriez que vous n'avez qu'un seul fils. Martin, s'il vous plaît, ma mère a supplié. Nous sommes une famille. Allez, frère. Lucas est intervenu. Je sais que j'ai foiré, mais nous sommes toujours frères. Le sang est plus épais que tout cela. Je me suis retourné et je suis retourné dans la maison. J'ai claqué la porte et regardé par la fenêtre alors qu'il se tenait là pendant quelques minutes avant de finalement partir. C'était il y a 8 mois. Depuis lors, le silence a été absolu. Ils n'ont pas essayé de me contacter. Pas un appel, pas un message, pas une note dans le boîte aux lettres. Et franchement, je préfère ça de cette façon. Ma vie ressemble enfin à la mienne. L'entreprise que j'ai fondée a grandi plus que je ne l'imaginais. Et Jade et moi construisons quelque chose de solide ensemble. Loin du chaos et de la déloyauté qui m'entoure. Je ne sais que pour ma famille ce qui m'est venu par des tiers. Selon ce que Nathan m'a dit, ils ont récemment fini par vendre la maison où nous avons grandi. Mon père, qui avait déjà pris sa retraite, a dû retourner au travail à cause des dettes de Lucas. Ma mère, qui se vantait toujours de sa stabilité, couvre désormais des quarts de travail l'après-midi dans un magasin local. Et Lucas, il est toujours coincé au même endroit, vivant avec eux et traînant le poids de sa propre honte. Personne ne lui fait confiance professionnellement et il a été marqué par ses propres décisions. Je ne suis pas content de leur situation, mais cela ne génère pas non plus de culpabilité. Ils ont tiré le chemin qu'ils ont décidé de marcher quand ils ont choisi de fermer la porte sur moi au lieu de m'écouter. Quand ils croyaient un mensonge sans même en douter. Je ne cherche pas de vengeance ou de réconciliation. Je veux juste la paix.